Bonne année 2025. Et ouais, on est enfin arrivé en 2025 sur cette chaîne YouTube et on va pouvoir enfin se mettre à la page. Donc je vais faire comme si on n'était pas en retard. Mon bilan de lecture 2024, c'est 58 bouquins lus. Seulement 6 de Stephen King pour changer. Une année de lecture globalement satisfaisante parce que à la fin j'ai une moyenne de 7,1 sur 10 sur tous les bouquins de 2024. Mais alors qu'est-ce qu'on souhaite en 2025? Encore plus de bouquins, une plus grande ouverture sur autre chose que de la fiction, mais je souhaite aussi découvrir quelques petites pépites cachées que je pourrais vous conseiller ensuite. Abordons immédiatement ce que j'ai lu en janvier parce qu'il y a du travail. Donc on a continué la quête d'H.P. Lovecraft entamée lors de la dernière vidéo et poursuivi avec 3 autres recueils de nouvelles lus en janvier. On a lu un roman oubliable de Denis Lehane et c'est assez exceptionnel pour être surpris. On a lu Blake Crouch, le petit prince de la science-fiction. On a lu du réalisme magique à la sauce chilienne et de sœurs zinzin dans un château. Alors qu'est-ce qu'on a lu en janvier? Alors si on rembobine la vidéo du mois dernier, on avait utilisé le pot mystère pour piocher H.P. Lovecraft, pas un roman cette fois-ci, mais H.P. Lovecraft dans son entièreté. L'objectif était de relire tout ce que j'avais de l'auteur américain, 4 recueils de nouvelles en tout, avec Dagon, que j'ai acheté pour l'occasion. Le mois dernier, j'avais lu Le Cauchemar d'Innsmouth, et c'était très bien, avec des nouvelles phares comme la nouvelle éponyme, Le Cauchemar d'Innsmouth, petit roman d'horreur qui est maîtrisé à la perfection, ou encore La Maison de la Sorcière. En janvier, j'ai lu en premier Le Mythe de Cthulhu, ensuite j'ai lu L'Abomination de Dunwich, et pour finir, j'ai lu Dagon, donc soit 45 nouvelles en tout dans ces 3 recueils. L'ordre de lecture est important, on va en reparler. Mais d'abord, petit focus sur H.P. Lovecraft. Né à Providence en 1890, il y décède 46 ans plus tard. D'un tout petit lectorat de son vivant, Lovecraft a obtenu un statut culte des années plus tard, après sa mort. Sa spécialité, c'est l'horreur, mais spécifiquement l'horreur cosmique, une horreur interstellaire face à laquelle les humains sont incapables de lutter et même de comprendre quelque chose, et au final perdent leur santé mentale face à l'impossible. L'homme en tant qu'espèce est insignifiant face à l'étendue de l'univers qui l'entoure. Lovecraft est à l'origine de l'une des mythologies littéraires les plus riches et les plus intéressantes, le mythe de Cthulhu, et il est la source d'inspiration d'auteurs et d'artistes extrêmement variés et extrêmement populaires. Stephen King, bien sûr, Alan Moore, Jeff Vandermeer, John Carpenter, Guillermo del Toro. Les recueils de nouvelles de H.P. Lovecraft, de quoi ça parle? Ouais, alors exercice impossible que de résumer 3 recueils de nouvelles qui contiennent en tout 45 nouvelles. On va les prendre un par un. Le mythe de Cthulhu d'abord contient 6 nouvelles, toutes écrites entre 1919 et 1931. Ce recueil comporte des nouvelles ultra populaires, comme L'Appel de Cthulhu, qui est à l'origine du mythe entier, œuvre fondatrice du mythe, sorte d'enquête autour d'événements bizarres intervenant à plusieurs endroits du globe et tout ramène à Cthulhu. Ou encore la fantastique nouvelle Couleur venue du ciel, qui est une écriture surprenante sur une invasion extraterrestre. Ensuite, le recueil L'Abomination de Dunwich comporte 8 nouvelles, qui sont écrites elles entre 1921 et 1937. On a des bangers comme Je suis d'ailleurs, une très courte nouvelle d'à peine 10 pages qui part du point de vue d'un extraterrestre monstrueux qui a échoué sur Terre. Ou encore la très qualitative nouvelle éponyme, encore une fois, L'Abomination de Dunwich, qui donne son nom au recueil. Pour conclure cette aventure Lovecraftienne, j'ai fini par Dagon, un recueil contenant pas moins de 30 nouvelles. 30 nouvelles pour 410 pages, donc c'est des très petites nouvelles, et on va pas se mentir, à la lecture ça sent vachement les fonds de tiroir. Qu'est-ce qu'on a pensé d'H.P. Lovecraft? Alors, pour une meilleure pertinence de mon avis, je vais inclure Le Cauchemar d'Innsmouth, le recueil que j'ai lu en décembre, parce que j'ai l'impression qu'entre lui et le dernier dont on a parlé, Dagon, il y a une véritable évolution et elle est pas forcément positive. 51 nouvelles en tout, en comprenant celle du Cauchemar d'Innsmouth. Il y en a des très bonnes, celles qui font partie du mythe de Cthulhu, ou celles qui sortent vraiment de l'ordinaire. En plus de celles que j'ai déjà citées, je peux vous inviter à découvrir Herbert West, Réanimateur, La peur qui rôde, Les montagnes hallucinées, ou encore Celui qui chuchotait dans les ténèbres. Sauf que 51 nouvelles, tout est très inégal. Le classement des nouvelles, le fait que telle nouvelle soit dans tel recueil, ça n'a pas vraiment de justification. On s'y perd facilement. T'as pas un recueil dans ce que j'ai qui est consacré au mythe de Cthulhu et un recueil qui est consacré au cycle onirique, des nouvelles que Lovecraft écrivait vers la fin de sa vie et qui se passent dans le monde des rêves, mettons. Donc on s'y perd vraiment facilement. Et je sais pas si c'est de la lassitude d'avoir lu tant de Lovecraft en un si court temps ou d'un intérêt diminuant au fur et à mesure des nouvelles et de la lecture, parce que c'est plutôt répétitif la manière dont fonctionnent les écrits de Lovecraft, ou bien une qualité qui va en descendant. Mais j'ai vraiment eu l'impression que Dagon, son dernier recueil de nouvelles, était vraiment moins bon que les précédents. Avec 30 nouvelles, comme je vous disais, on a vraiment la sensation des fonds de tiroir, presque des nouvelles qui auraient pas dû être publiées, qui sont qualitativement pauvres, mais vu que c'est Lovecraft, ça vend. Il y a un bon nombre de récits de ce recueil de nouvelles qui semblent incomplets, qui manquent de sens. Par exemple, Lovecraft, il a commencé à bâtir un univers de fantasy onirique, mais très insaisissable,
très incompréhensible, on comprend pas les enjeux de ce monde, voilà. On s'y perd très facilement et ça gâche un peu mon avis global pour être honnête. Donc pour vous résumer, si vous voulez entrer dans l'univers de Lovecraft et explorer le mythe de Cthulhu, ce qui est l'élément le plus connu, je vous conseille de débuter avec l'appel de Cthulhu et poursuivre avec le cauchemar d'Innsmouth. Mais on oublie un peu Dagon. Ensuite, j'ai lu Après la chute de Denis Lehane. Pas de pot mystère pour cette fois-ci, j'ai emprunté ça à la bibliothèque et grand bien m'en a fait. Pourtant j'aurais pu, j'aime beaucoup le travail de Denis Lehane, il y a même quelques coups de cœur dans ce qu'il a produit, dans ce qu'il a écrit. Le fabuleux Shutter Island et le fantastique Ted, Prenez-moi la main, deuxième tome de sa saga de Kenzie Gennaro, de détective privé de Boston. Familier de son travail, j'ai toujours de grosses attentes sur chaque bouquin que choisit l'auteur. Si on en revient au bouquin en question, Après la chute, c'est publié en France en 2017 chez Payot et Rivage. Multiprimé, prix Edgar Allan Poe du meilleur roman policier en 2013 pour Ils vivent la nuit, prix Dilys du meilleur roman policier en 99 pour Gone Baby Gone et en 2002 pour Mystic River, et surtout multi-adapté. Shelterland par Martin Scorsese, Mystic River par Clint Eastwood, Ils vivent la nuit et Gone Baby Gone par Ben Affleck. Denis Lehane se place comme une figure populaire, une figure de proue, du polar américain. Récemment, il a encore visé très juste avec Le Silence, publié par Gail Master, mêlant enquête autour de la disparition d'une adolescente et la crise de la déségrégation des écoles publiques de Boston. Donc, après la chute, de quoi est-il question? On va suivre le personnage de Rachel. Rachel, elle a grandi sans son père, elle a grandi qu'avec sa mère qui est manipulatrice et surprotectrice. Rachel, elle rêve de devenir journaliste et c'est ce qu'elle va faire avec succès. Jusqu'au moment où elle est envoyée faire un reportage sur la crise humanitaire à Haïti. Traumatisée par l'événement, par ce qu'elle a vu, Rachel va tout perdre. Son travail, son mari, ses amis. Entre ces crises d'angoisse fréquentes, elle va faire la rencontre du charismatique Brian Delacroix, qui est pas vraiment aussi charmant qu'il paraît, et se lancer sur les traces de son père pour comprendre les raisons de son absence. Et qu'est-ce que j'en ai pensé? L'amère déception. Vraiment très amer. C'est le premier roman de Denis Lehane qui me déplaît. Et il a fallu attendre très longtemps, je le reconnais. L'histoire est en deux parties, presque deux romans différents. Un premier sous la forme d'une quête d'identité d'une jeune femme qui part à la recherche de son père. C'était très bien, très touchant, assez efficace. Le personnage de Rachel est une réussite dans cette première partie, entre un caractère affirmé et des vulnérabilités qui sont touchantes. Et puis, dans la seconde partie, on part dans un thriller, tout ce qu'il y a de plus banal, avec un mari qui a menti tout du long sur son identité, puis là, ça fonctionne pas du tout. C'est moyennement cohérent, les réactions et les agissements de la protagoniste ne sont pas logiques, et tout ce qui se passe est téléphoné, prévisible au possible, l'inverse de ce que j'avais l'habitude avec Denis Lehane. Bof, on dirait presque une commande d'un auteur qui débute, qui a du potentiel, mais dont on lui file tous les personnages. Les personnages ne lui sont pas propres, donc ils apprécient pas forcément, il a pas forcément d'empathie envers eux, et puis voilà quoi. Donc c'est assez particulier comme impression, c'est assez étrange. Pour ce prochain bouquin, on va demander au pot mystère. Bon, le cadrage est chaotique, le figurant fait n'importe quoi et pioche. Wayward Pines de Blake Crouch, et il célèbre comme un but à la 93e minute. Wayward Pines est le premier roman d'une trilogie écrite par Blake Crouch et publié en France par J'ai lu entre 2014 et 2016. Donc là, j'ai l'édition Game Master, puisque Game Master ont récupéré les droits pour procéder à une seconde publication en 2024. Blake Crouch, ça fait quelques années qu'il s'impose comme un véritable nom de la science-fiction spéculative. De lui, j'avais lu que le génial Dark Matter, publié en 2016 et que j'avais franchement adoré, qui aborde le multivers et qui rend un peu réel tous les chemins, tous les destins qu'on aurait pu prendre. Donc je vous le conseille vivement. Tant Wayward Pines que Dark Matter ont connu des adaptations en série à succès. Plus globalement, tous les romans de Blake Crouch sont des petits succès critiques et commerciaux aux États-Unis, et je suis pas loin d'adorer l'auteur. De quoi est-il question dans Wayward Pines? C'est un roman à mystère, donc je vais pas trop en dire. Mais pour la faire courte, l'agent des services secrets américains Ethan Burke, il se réveille sur la berge d'une rivière, et il titube jusqu'à la ville de Wayward Pines, qui semble bloquée dans les années 50. Ethan, il a plus ses papiers, il a plus d'identité, il a plus de téléphone, et le coéquipier avec lequel il est venu, il a disparu. Et à l'origine, les deux, ils étaient envoyés dans cette région des États-Unis pour enquêter sur la disparition de leurs collègues, qui ont disparu dans d'étranges circonstances. Alors qu'Ethan mène l'enquête, il s'aperçoit que le petit village tranquille en apparence de Wayward Pines cache une immonde vérité. Alors qu'il ne peut plus contacter sa famille, il semble ne plus jamais pouvoir quitter cette étrange ville. Et alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce premier tome de Wayward Pines? Je te le dis maintenant, c'est ma recommandation du mois. C'est donc un roman à mystère, et on nous ment pas. C'est haletant, on veut jamais s'arrêter de lire, et on veut tout savoir immédiatement. Les prémices sont très intéressantes, pleines de mystères, on se pose forcément beaucoup de questions. Le suspense, il est très bien géré, on progresse bien, et Blake Crouch, il a un vrai sens de la narration, il nous tient en haleine. Il se cache pas non plus d'une très forte inspiration de Twin Peaks, qui est une fantastique série des années 90, faite par David Lynch, et qui a une ambiance folle. Et cet hommage se sent, il est réussi, il est très appuyé, et puis tant mieux, parce que c'est très bien Twin Peaks.
Globalement, ce premier tome il est très bon, mais bon, j'ai été un peu déçu par sa fin. Pas par la révélation finale, parce qu'on répond à vos questions, mais par la manière dont elle est révélée. Petit spoiler, si vous n'avez pas envie de savoir, vous pouvez passer au bouquin suivant. Mais sans vous révéler ce qui se passe, c'est dans la manière dans laquelle ça se passe. C'est-à-dire que le personnage principal, il découvre pas lui-même ce qui se passe et les tenants et aboutissants de la ville de Wayward Pines, c'est un autre personnage qui l'informe. Et en fait, je trouve ça très flemmard comme processus. Vas-y, prends le temps de répartir les indices, laisse le protagoniste découvrir de lui-même et ça sera d'autant plus marquant pour le lecteur. Je trouve qu'il faut être un peu plus subtil que ça, mais bon, je chipote. Pour ce prochain bouquin, on consulte encore le pot mystère, le suspense est encore une fois insoutenable, et je pioche La Maison aux Esprits d'Isabelle Allende. Alors c'est une surprise, je vais pas vous le cacher, et heureusement que le pot est là, parce que sinon je crois bien que je l'aurais jamais lu. C'est un bouquin qu'on m'a conseillé et prêté, et il y a vraiment quelques années de ça, la honte. Mais c'est pas du tout mon genre de roman, figure-toi, et je pense qu'avec la couverture, tu seras pas surpris. Alors, Isabelle Allende est une autrice chilienne qui a une histoire très intéressante. Elle a dû fuir le Chili lors du coup d'état de Pinochet, alors que son oncle, Salvador Allende, était président légitime du pays, élu démocratiquement, et qu'il a tragiquement trouvé la mort dans ce coup d'état. Elle écrit La Maison aux Esprits pour son grand-père de 99 ans. Ça devient rapidement un énorme succès, adapté au cinéma avec Jeremy Irons et Meryl Streep. Le roman est publié en France en 1984 par les éditions Fayard. La Maison aux Esprits fait partie d'un mouvement littéraire qui s'appelle le réalisme magique, qui est un mouvement latino-américain incluant des éléments surnaturels dans un cadre très réaliste. Le contexte historique sera réaliste. Je suis pas très familier du genre. J'ai lu le grand classique de ce mouvement littéraire, c'est 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez. Donc c'est une des œuvres les plus représentatives du mouvement. Et j'avais franchement aimé, C'était vraiment pas mal du tout. La Maison aux Esprits nous conte l'histoire de la famille Trueba sur 4 générations et à travers les changements sociaux, économiques et industriels du Chili, de la période postcoloniale jusqu'au coup d'état qui a eu lieu dans le milieu des années 70. De mes souvenirs, c'est jamais dit que c'est le Chili, on garde une part de mystère là-dessus. Grande fresque familiale, on va explorer un spectre très large de thématiques. La famille, bien sûr, mais aussi l'amour, la société et ses changements, l'affrontement capitalisme-communisme, l'industrialisation, le deuil, la richesse, la pauvreté, le pouvoir, la vie, toute la vie quoi. Le tout est entremêlé d'une touche de magie, comme on atteste le courant littéraire, mais tout en restant extrêmement léger. Ces touches de magie n'ont pas particulièrement d'impact sur le récit en tant que tel. Et alors qu'est-ce que j'ai pensé de La Maison aux Esprits ? Et bah écoute, j'ai beaucoup aimé et je suis pas nécessairement surpris, mais je m'attendais pas à grand chose non plus. Donc ça a été vraiment une très bonne surprise. Je suis sorti de mes habitudes de lecture et grand bien m'en a fait. Même si le choix a un peu été imposé par le pot mystère, le pot qui contrôle tout. C'est vraiment très bien écrit. Le style narratif d'Isabelle Allende est très beau et très doux, mais c'est aussi surprenamment drôle par moments comparé à la gravité des événements qui sont décrits. C'est très dense, c'est très très dense aussi. On couvre environ 70 ans et il se passe beaucoup de choses. Il faut tout de même s'accrocher. C'est juste, c'est prenant, c'est touchant et je vous le conseille vivement. Surtout si comme moi vous n'avez pas l'habitude de lire ce genre de livre. Et pour conclure ce mois de janvier très dense, j'ai lu Nous avons toujours vécu au château de Shirley Jackson. Donc, le bouquin est publié en France en 1972 par Christian Bourgois, la maison d'édition responsable de la publication et de la traduction du Seigneur des Anneaux en France. Le roman est publié 10 ans après la publication américaine, et ce sera le dernier roman, de manière générale, publié par l'autrice, qui meurt prématurément en 1965. Apparemment, Nous avons toujours vécu au château est considéré comme son chef-d'œuvre. L'autrice, elle a aussi écrit et publié La Maison hantée, qui m'avait plutôt déçu. L'énorme potentiel de la première partie avait été gâché par une seconde partie ratée, à cause d'un personnage infâme. Donc j'avais pas particulièrement d'attente pour Nous avons toujours vécu au château. J'avais aussi envie de donner une seconde chance à Shirley Jackson, en sachant que ce bouquin-là, Nous avons toujours vécu au château, a été adapté récemment au cinéma par Stacey Payson et Mark Kruger, avec comme acteurs Alexandra Daddario et l'exceptionnel Sebastian Stan. J'ai envie d'aimer Shirley Jackson parce que c'est une des plus grandes inspirations de Stephen King. Alors, de quoi nous parle Nous avons toujours vécu au château? Donc, une famille d'aristocrates décède suite à un empoisonnement au cours d'un repas. Seuls 3 membres sont encore en vie. On aura l'oncle qui a pris très très cher et qui reste handicapé grave. Constance, qui n'a pas été empoisonnée, et Marie-Catherine, le personnage principal, narrateur de l'histoire et cadette de la famille, qui était punie sans repas. Tout le village, tout le monde, a accusé Constance, tandis que son innocence a été prouvée après jugement au tribunal. Quelques années après ce drame, les 3 survivants y vivotent un peu dans leur château, mais ils sont reclus. L'oncle y rejoue sans cesse le drame dans sa tête, dans une volonté de résoudre le crime. Constance est traumatisée, elle passe son temps dans la cuisine, elle n'arrive pas à sortir de chez elle et d'aller en société. Marie-Catherine est perturbée, mais essaie de protéger sa sœur. Et les 3 sont méprisés par les habitants du village. Et alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce roman? Eh ben, j'ai pas du tout aimé, Voilà, je dirais même que j'ai trouvé ça nul. Aïe.
C'est en tout cas une énorme déception. Après une première révélation qui est presque attendue mais qui fonctionne assez bien, le roman est patauge dans tout ce qu'il entreprend et tout ce qu'il n'entreprend pas. Le fait que le personnage principal et narrateur de l'histoire soit un peu foldingue et ne puisse pas être cru, c'est sympa. Par contre, l'histoire n'a pas de fin, tout est bizarre et dérangeant sans pour autant qu'il y ait du suspense ou qu'il y ait de l'engagement et que ça soit du coup satisfaisant ou agréable à lire. Il n'y a pas d'intrigue à proprement parler, c'est juste la vie de ces personnages qui sont un peu fous, un peu bizarres. Ces personnages-là ne connaissent pas véritablement de développement. Il se passe rien à part deux personnages qui cuisinent pour contrôler leurs émotions. Au début on est intrigué, mais on s'ennuie très vite. Faut se le dire. Et il y a vraiment, au-delà de ça, beaucoup de frustration au fait que l'histoire n'aille nulle part. L'impression que Charlotte Jackson, au bout d'un moment, elle a arrêté d'essayer. Parce que la première partie, voilà, c'est... Il y a des choses qui se passent, et ensuite... plus rien. Un mois particulièrement complet avec pas moins de 7 bouquins lus sur 31 jours, ce qui est un bon début pour 2025. Bon, par contre, pour la gestion de la qualité des bouquins, c'est à revoir. Peut-être deviens-je trop exigeant dans mes lectures. En tout cas, merci à toutes et à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner, à la partager, soyons fous. Le mois prochain, de quoi va-t-on parler? On va discuter du début de la mythologie d'Hannibal Lecter, d'un roman ingénieux mêlant enquête pour meurtre et un jour sans fin. On va parler de vulgarisation scientifique pas assez vulgaire et de 2 romans de science-fiction. Alors, au mois prochain, salut!